Philippe Rouillet de l'émission Le Cercle sur Canal+, et de Positif. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour assister à cette avant-première de Happy End, le nouveau film de Michael Haneke. Alors, avant le film, je ne vais pas dire grand-chose, c'est que Haneke n'aime pas du tout qu'on parle avant, donc on parlera après. Je serai là donc après la projection. Je suis venu parce que j'aime beaucoup le cinéma d'Haneke. Vous le savez peut-être, on a fait un livre d'entretien ensemble, et aussi avec Michel Ciotat, mon camarade de Positif, et on l'a remis à jour. C'est un livre qu'on a fait au mois d'amour, on avait eu 2 ans à le faire. Et du coup, là, on l'a remis à jour le printemps dernier, et il vient de sortir, il sera là, je pourrais vous le signer si vous le souhaitez, pendant le pot. Voilà, soyons fous, des livres et des boissons. Il faudra bien ça pour se remettre de ce happy end. Donc, la seule chose que je vais vous dire, c'est, je vais reprendre une expression que Haneke aime beaucoup dans sa vie personnelle, laissons-nous surprendre. Donc, laissez-vous surprendre, et soyez quand même attentifs dès le début du film. Parce que ça commence tout de suite, les informations, et je sais qu'à Cannes, un certain nombre de mes confrères l'ont vu fatigué, ils ont loupé des trucs. Et je veux dire, dans un film d'Haneke, les plats ne repassent pas, quoi. Donc les infos perdues, elles sont perdues et vous faites avec. Donc c'est facile, il suffit d'écouter, de regarder, je veux dire, c'est pas crypté, hein, c'est pas non plus David Lynch, hein. Mais simplement, il faut pas regarder son téléphone ou penser à sa belle demoiselle au moment où le film est là. Voilà, je vous souhaite une très belle projection et je vous dis à tout à l'heure, on pourra en débattre. Merci Philippe, on est très très heureux d'accueillir Philippe. La dernière fois qu'on l'avait reçu, c'était d'ailleurs pour son documentaire sur Mulholland Drive de David Lynch, qui est un des meilleurs travaux qui ait jamais été fait sur Lynch. C'était déjà formidable. Et par ailleurs, vous l'avez déjà entrevu et vous allez voir derrière, c'est un des meilleurs orateurs de la critique cinématographique française. Merci Philippe, à tout à l'heure. Alors je vais pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions, puisque j'ai longuement interviewé Haneke sur ce film pour le livre, pour la remise à jour du livre. J'ai fait quelques débats, enfin, j'ai fait deux débats avec lui, donc je connais ses réponses sur un certain nombre de questions, il voit déjà une main levée, c'est merveilleux. Juste avec celui qui joue le fils d'Isabelle Huppert. Avec celui qui fait le fils d'Isabelle Huppert, oui. J'avais juste l'impression qu'il y avait un... Eh bien, vous avez une bonne impression, il y a un doublage. En fait, cet acteur est un acteur allemand, et il a cherché partout, longtemps, un acteur français pour tenir ce rôle. Il n'a pas trouvé. Et donc, il a choisi cet acteur allemand, mais qui ne parlait pas français, donc il a pris le parti de le doubler. Voilà. Il est doublé avec la voix de qui, pardon ? Est-ce que quelqu'un a reconnu la voix? C'est un acteur français très connu, qui a fait un film en tant que réalisateur, un film en vers. Bon, j'ai l'impression de faire le question des 1000 francs. C'est Grégoire Le Passinguet. Il n'était pas assez bon pour jouer le rôle du fils ? Non, il n'avait pas la corpulence. C'est-à-dire que l'idée pour le rôle du fils, il voulait quelqu'un de pas à l'aise dans son corps. Quelqu'un d'empêché, et que ça corresponde avec le personnage, qui a l'impression que le personnage est très complexé, a l'impression de toujours tout rater. Effectivement, ça devait passer par un certain type de physique. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il a préféré prendre cet acteur allemand et choisir une voix française avec. Oui. C'est pour continuer justement comment on sélectionne les... Je vais reprendre les... Ah voilà. Pourquoi il vient en France, pourquoi il joue avec les Français, comment il... Alors, oui, il y a deux questions en une. Mais en fait, avant ce film et après Amour, il a voulu faire un autre film qui s'appelait Flash Mob, qui se passait en France, en Allemagne, aux États-Unis, et ça a été trop compliqué la production, il a dû abandonner le projet. Donc, après ça, après avoir perdu beaucoup de temps, il a eu envie de faire un film facile à produire. Et donc, en France, il a des capacités de production, il y a les films du Losange qui sont avec lui, il y a une coproduction avec l'Autriche, et c'est assez verrouillé. Et surtout, il avait très envie
de refaire un film avec Jean-Luc Trintignant. C'est-à-dire qu'après Amour, où ça s'était vraiment très très bien passé entre eux, Trintignant avait dit, bon, bah, déjà avant Amour, il avait dit je ne ferai plus de film, sauf si Michael Haneke m'en propose un, et c'est ce qu'il a redit pour Amour. Et c'est vrai que le temps passant, il y aura de moins en moins de possibilités de faire de films avec Jean-Louis Trintignant, et donc Haneke avait très envie de ça. Donc il a carrément écrit le rôle pour lui. Et du coup, pour les acteurs, il a aussi écrit pour Isabelle Huppert. Ça, c'était les deux. Et après, tout le reste du casting était libre. Enfin, libre. Il a fallu, une fois que c'était écrit, à l'inverse de ces deux pour qui étaient contactés, ils savaient qu'on écrivait pour eux, tous les autres rôles, il a fallu trouver, une fois que le scénario était écrit, il a fallu trouver des personnes, des acteurs pour les interpréter. Kassovitz, ça a été très vite. Il voulait quelqu'un à la fois de sexy, qui ait une idée de pouvoir, qui soit dans cette zone d'âge, et qui soit français, parce que l'idée c'était d'essayer de trouver que des acteurs français, à l'exception de cet acteur allemand, parce qu'il n'a pas trouvé, parce qu'évidemment c'est plus facile d'avoir des acteurs, de ne pas avoir les doublés. Voilà. Donc il a pris Kassovitz, Toby Jones, Après il travaille avec une agent de casting qui s'appelle Chris de Belair. Il travaille avec elle depuis son premier film français qui est Code Inconnu, et ils s'entendent très bien, et elle propose des gens, et voilà. Par exemple, La Gamine, qui est quand même, je trouve, une assez belle trouvaille, voilà, il lui en a proposé 50. Elle en a vu beaucoup plus, elle lui a proposé 50. Lui, dès qu'il a vu, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par regarder les photos. Et quand il a vu la photo de cette petite, qui s'appelle Fantine Ardouin, il a été saisi par un mélange de maturité et d'innocence. Et il a dit, pourvu qu'elle sache jouer, quoi, qu'elle puisse jouer, quoi, que ce ne soit pas juste un visage. Et ils se sont vus, et il l'a fait travailler, et ouais, ça a marché, et voilà, et le résultat, on l'a à l'écran. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un de très perfectionniste, et que, par exemple, il a cherché pendant des mois le rôle du coiffeur. Alors que c'est une scène, et il a fait des essais à n'en plus finir, avant que, je crois que c'est Margaret Médégos, sa productrice, qui lui dise « Et pourquoi tu ne prendrais pas Dominique Besnéard ?» Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Il est formidable dans À nos amours. Et c'est vrai que Besnéard, voilà, c'était une idée de choix. Et le rôle était écrit comme ça, c'est-à-dire que c'était un coiffeur homosexuel. Et ce que disait Haneke, c'est qu'il avait un problème, c'est que soit les gens surjouaient l'homosexualité, soit il refusait de couper les cheveux. Parce que, mine de rien, c'est un plan séquence. Et dans un plan séquence, parce qu'on ne peut pas tricher, le coiffeur est au-dessus de celui qui coiffe, qui est assis. Donc si vous voulez avoir les deux dans le cadre, bon, alors, je veux dire, si vous faites du chant contre chant, c'est atroce. Et quand même, comme la conversation s'instaure alors qu'il est en train de couper les cheveux, il fallait vraiment... Et donc, vous le croirez si vous voulez, mais Dominique Besnéard a pris des cours de coiffure et était super anxieux à l'idée de couper les cheveux de Jean-Louis Trintignant et de peut-être se rater, etc. Et c'était... mais il a fait ça très sérieusement, il a pris 4 semaines de cours. Je ne dis pas que c'est 4 semaines, 8 heures par jour, mais et il était... Comment? Sa main tremble, ouais. Mais sa main tremble, je crois que ça fait partie du jeu, parce que... il est très impressionné par le personnage. Il est très impressionné par le personnage qu'il coiffe. Vous avez vu sa première remarque, c'est vous me bassinez, Marcelo. Enfin, je veux dire, c'est pas un gars facile à coiffer, le personnage dans le film. Hein. Donc on comprend que le coiffeur, qui est un peu comme ça, pas sûr de lui, etc., soit un peu tremblant. Et je pense que Besnéard l'a très bien joué. Je fais juste une petite incise par rapport à sa difficulté et son impossibilité de produire Flash Mob. Haneke, il a 2 palmes d'or au compteur, ce qui ne lui empêche pas d'avoir des difficultés à faire les films qu'il a vraiment envie de faire. Laurent Cantet, qui vient de quitter le Méliès, le film qu'on a vu tout à l'heure, il a été refusé de partout, par toutes les télés, tout ça, et l'avance sur recette ne lui a pas été octroyée. C'est-à-dire que même avec la plus belle des récompenses du monde, puisque Laurent l'a eu pour Entre les murs, cette palme d'or, ça ne change rien au fait qu'ils doivent encore se battre pour continuer à faire les films qu'ils ont envie de faire.
Et parfois c'est plus dur parce qu'on leur dit, bah, de toute façon, ils ont eu 2 palmes d'or, donc on va plutôt aider d'autres qui n'ont rien eu. Et finalement, ils se disent, bon, bah, eux, ils trouveront bien un financement. Et bah, pas forcément. Pas forcément. Et surtout, si vous voulez faire autre chose qu'Amour 2, enfin, je veux dire, je pense que si Laurent Cantet avait fait De nouveau entre les murs ou quelque chose comme ça, il aurait trouvé un financement plus facile que dès l'instant qu'il fait Retour à Ithac ou l'Atelier, quoi. C'est sûr qu'il y a un côté chez ces cinéastes qui relance le dé, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans des processus américains de suite, de trucs tout formatés. Ce sont des auteurs. Ce sont des auteurs qui veulent à chaque film créer quelque chose. Et sinon, si c'est pour faire quelque chose qu'ils ont déjà fait ou que quelqu'un d'autre a déjà fait, ça ne les intéresse pas. Je veux dire, Haneke, il a 75 ans. Il sait que des films, il ne va pas en tourner encore 10. Donc, il a intérêt à choisir ce qu'il a vraiment envie de faire. Ce n'est pas la peine de se fatiguer à faire quelque chose qui ne l'intéresse pas. Déjà qu'il ne faisait pas ça quand il était jeune. Et puis, c'est quelqu'un qui, s'il n'a pas le budget, ne fait pas le film. Parce qu'il sait qu'il fait des budgets qui ne sont pas surgonflés. Et si on lui dit il manque un tiers, il manque un quart, bon, ben, il abandonne parce qu'il sait que ça veut dire qu'il va falloir trancher trop profondément. La seule exception, il le raconte dans le livre, c'est sur le Ruban Blanc, qui est un projet, donc un film assez incroyable, mais qu'il a porté très longtemps. C'était déjà à l'époque où il tournait pour la télévision, il avait écrit et il avait prévu de le faire en 3 parties. La télé, même si c'était des télés autrichiennes qui étaient plus pugnaces que, si vous voulez, TF1, lui avait dit 3 parties en noir et blanc, et puis toi aussi, quoi. Et puis en 1919, enfin machin, 1913, ça va pas le faire. Et du coup, il avait rechangé. Margaret Benegos lui avait dit on peut faire un seul film assez long. Et en fait, il est arrivé à un scénario de 3h30, et elle lui a dit il y a 1 heure de trop. Donc il a réussi à enlever 1 demi-heure très facilement, enfin en rabotant. Et là, il y avait 1 demi-heure. Et l'idée qu'il a eue, c'est de faire appel à Jean-Claude Carrière en disant je te file le scénario et dis-moi si toi tu verrais la possibilité d'enlever 1 demi-heure du film. Et finalement, Jean-Claude Carrière lui a dit il faut enlever tous les moments où tu montres les enfants qui jouent entre eux. C'était des jeux un peu militaires, etc. Et c'était très lumineux parce que, en plus, d'enlever ces moments-là donne une étrangeté aux enfants dans le film. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais on a un film avec des enfants qui ne jouent jamais. Et alors, on ne sait pas si c'est qu'ils jouent dans leur champ, en tout cas, on ne les voit jamais jouer dans le film. Et du coup, ça donne une vision un peu diffractée, et Haneke a trouvé que c'était une excellente idée. Voilà, donc c'est pas forcément quelqu'un d'obtus, mais je veux dire, sur Flash Mob, ben voilà, il manquait une trop grosse partie du financement, parce qu'il y avait une partie du tournage qui était aux États-Unis. Forest Whitaker avait donné son accord, mais voilà, et du coup, bah, plutôt que de le faire mal, il préfère pas faire. Et je pense que Laurent Cantet et tous les grands cinéastes sont du même avis. Je veux dire, on n'est pas à l'école Roger Corman où on fait de la bidouille et voilà, et se débrouiller. C'est pas ce cinéma-là non plus. Donc voilà, c'est tout. Oui, bon, je peux vous dire. Oui, moi je trouve ce film tout à fait passionnant et surtout décapant. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait que c'est le point de vue de la petite fille, quoi. Je trouve que ça, c'est la vraie trouvaille, que ça démarre avec les images de portable et ça se termine avec les images de portable. Donc en fait, c'est elle, en quelque sorte, qui révèle les névroses familiales et qui crée le désordre. Enfin, cela dit, il y a le fils aussi qui amène ses copains au mariage. Mais c'est surtout elle, et du coup, voilà, ben moi je trouve que c'est tout à fait intéressant et j'aime aussi beaucoup les images. Enfin, tout le côté très plan-séquence, dire des choses qu'habituellement on coupe au montage et qu'on va laisser, même si ça peut paraître long pour certains. Et je trouve qu'il y a quelques plans qui sont extraordinaires, comme par exemple Trintignant dans sa petite voiture, doublé par les voitures et les camions. Et le plan de la fin, j'ai pas trop compris ce qu'il y avait de drôle, parce que personnellement, je trouvais ça, enfin, j'ai peut-être aucun humour, mais moi je trouvais ça extraordinaire de voir ce vieil homme qui s'enfonçait dans l'eau comme ça,
Oui, ben d'accord, ben forcément, le principe, c'est un principe de désordre. Il n'y arrive pas parce qu'il y a la famille qui lui court après. Merci pour cette intervention qui est riche et sur lequel on pourrait presque faire tout un débat, parce que vous avez... alors, c'est très vrai ce que vous dites sur la place centrale de l'enfant qui ouvre et qui ferme le film. Elle crée du désordre. Elle n'est pas la seule, quand même, dans le film. L'idée, c'est vraiment qu'elle est révélatrice de ça, et son arrivée, le film commence quasiment avec son arrivée dans cet hôtel particulier dans le nord de la France. Et donc, ça va être une sorte de révélateur, presque au sens photographique. Et c'est vrai qu'elle amène sa part de chaos. Mais l'idée du film, c'est que tout le monde est dans son coin déjà avec sa part de chaos. Et le personnage de Jean-Louis Trintignant aussi a sa part de... Alors, après, moi, je comprends tout à fait les rires et je comprends ceux qui ne rient pas. C'est-à-dire que le film est très ouvert là-dessus. C'est-à-dire que, d'une part, Haneke refuse toujours d'expliquer ses films, mais là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une dimension farce qu'on peut tout à fait accepter ou qu'on peut mettre de côté. Et certains spectateurs que j'ai vus recevaient le film différemment la première fois et la deuxième fois. C'est-à-dire que la première fois, ne riez pas, la deuxième fois, voyez plus le côté un peu grinçant qu'il peut y avoir. Voilà, ça s'appelle happy end, quoi. On peut prendre aussi le terme au sens propre, quoi. Une sorte de happy end, évidemment, sous forme de pirouette, et en même temps, c'est totalement déchirant. C'est totalement déchirant, et là, je pense aussi qu'on ne peut pas oublier que c'est Jean-Louis Trintignant qui joue le personnage. Vous l'aurez compris, il n'y a pas d'effet numérique. De toute façon, la production ne pouvait pas se les permettre. Donc c'est vraiment Jean-Louis Trintignant qui va dans l'eau, qui fait jamais plus de 16 degrés dans ce coin de la France. Je veux dire, voilà, et puis, si vous avez bien regardé et que vous êtes au courant de comment se fait un film, il a fallu qu'il fasse 2 baignades. Parce que là, c'est pas un plan séquence, il y a le champ et le contre-champ. On le voit de face et on le voit de dos. Et quand on le voit de dos, on ne voit pas de système de caméra. Donc, c'est-à-dire que c'était pas possible d'avoir... De toute façon, Haneke tourne toujours à une seule caméra. Il n'y a qu'une seule scène dans le film qui est tournée à 2 caméras. C'est la scène quand Mathieu Kassovitz va chercher sa fille à l'école et qui sont dans la voiture. Et 2 caméras sont positionnées toutes les 2 sur le capot de la voiture. Mais voilà. Mais autrement, tout le reste du film est tourné à une caméra. Mais donc, ça veut dire que pour une scène comme celle de la baignade, entre guillemets, de Trintignant, il faut installer le dispositif d'éclairage, ce qui prend un temps fou, ce qui est d'autant plus compliqué que le ciel change constamment dans le nord de la France, y compris en été. Donc il faut avoir un éclairage suffisamment fort quand vous êtes en extérieur pour contrer les différences de luminosité du soleil qui passe pas à travers les nuages, et après démonter et remonter pour le contre-champ. Donc ça veut dire que voilà, ils ont mis 2 jours à tourner cette scène de baignade, et de même le plan que je ne sais plus si c'était vous ou une autre personne citait, ce plan extraordinaire du fauteuil roulant. Voilà, il était hors de question. C'est pas une production gros budget, donc il était hors de question de reconstituer de la circulation. C'est-à-dire que c'est la vraie circulation qui passe devant le fauteuil de Trintignant, avec cette idée que on a attendu, on a regardé quand est-ce qu'il y avait beaucoup de circulation pour tourner la scène à ce moment-là, en espérant que, comme ça se passe, il y ait des gros camions qui passent, etc. Et avec cette idée, qui est très hanekienne, que la caméra reste à distance, et donc on n'entend pas. Voilà, on n'entend pas ce qu'il dit à ces personnages au noir dans la rue, et c'est ça qui est très intéressant. Vous avez vu, il y a une autre scène qui est construite comme ça, quand le fils se fait casser la gueule au pied de l'immeuble. Et la réponse, c'est évident, c'est que, de toute façon, je veux dire, si je demande ici ce qui se dit, bah, tous, vous avez plus ou moins compris ce qui se dit. Vous n'avez pas les mots, forcément, qui prononcent, mais donc, plutôt qu'avoir un dialogue qui ne dit pas grand-chose, parce que tout le monde a compris, tout de suite, il y a cette mise en scène qui fait que la séquence, on s'en souvient. Déjà, elle intrigue, on est beaucoup plus impliqué. Et en fait, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure de ces plans de portable. C'est ce que j'ai essayé de vous dire sans vous vendre la mèche avant la projection, en vous disant, regardez bien, écoutez bien. Parce qu'effectivement, le film commence sur 4 plans au smartphone. Si vous vous dites, bon, c'est juste de l'habillage et que vous n'écoutez pas
vous ne lisez pas ce qu'il y a, ben vous perdez une énorme partie du film. Vous n'avez pas compris que la gamine a empoisonné sa mère. Voilà, c'est très clair. Ça se dit là et ça se redit pas après. Donc, il faut pas... En plus, il complique la chose, parce que déjà, quand le film commence, il y a ce format d'image qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir au cinéma. Et puis, les commentaires, vous avez vu, sont en avance sur l'action. C'est-à-dire que c'est pas... Alors qu'on pourrait imaginer que les mots viennent commenter l'action, les mots sont en avance, parce qu'effectivement, cette gamine en a ras-le-bol de son quotidien avec sa mère, et elle sait que tous les soirs, c'est le même rituel, donc elle peut anticiper chaque geste, et c'est ce qu'elle fait, en fait. Mais pour nous, spectateurs, qui déboulons dans cette histoire où on ne sait pas qui parle, qui fait quoi, qui est cette fille qu'on voit au loin, on se demande, machin, c'est un peu déstabilisant, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a une chose qui me fascine, c'est ces cadrages et cette façon de transcender le quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la scène où ils vont tous les deux, le père et la fille, voir la mère, qui est un plan, un silence, quoi, qui est absolument terrible. Et voilà, ça c'est vraiment... Et il y a plusieurs plans comme ça. Là, il y a aussi la lumière qui est fabuleuse, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du quotidien, c'est qu'il prolonge, comme si il allait chercher dans le quotidien quelque chose, justement. C'est exactement ça. Il y a un travail pour remodeler le quotidien. Il travaille vraiment main dans la main avec son chef opérateur, c'est Christian Berger, qu'il a fait venir d'Autriche, avec qui il a fait la moitié de ses films. Christian Berger, il était déjà avec lui sur Bélis Vidéo, hein, donc en 92, hein, son deuxième long métrage. Donc c'est une complicité au long terme. Donc l'intérêt, c'est qu'on a moins à parler, et que je pense que Berger voit très bien le type d'image que souhaite Haneke. Bon, il faut savoir que Haneke livre un storyboard, hein. Mais au-delà du storyboard, la question de la lumière, elle n'est pas réglée sur le storyboard. Et vous avez raison de l'aborder, parce que même dans le quotidien, c'est quelque chose de spécial. Mais ce travail-là, il est, j'allais dire, dans tous les compartiments du jeu. Et c'est aussi un travail très très important avec le décorateur. Par exemple, quand on voit le film, on se dit, bon, ben voilà, il a trouvé une maison qui fait un peu maison de maître pour cette famille bourgeoise. En fait, il n'arrivait pas à trouver de maison qui lui convenait. Et il a finalement trouvé cette maison, non pas à Calais, mais à Douai. Et c'est une maison qui n'a pas du tout l'espace que vous voyez dans le film. Par exemple, il n'y a pas du tout des peintures dans les pièces que vous voyez. Vous avez vu, dans toutes les pièces où ils vivent, ils sont environnés de peintures. Et ils ont eu l'idée de complètement transformer les volumes de cette maison et d'y apporter des peintures du XVIIIe siècle, enfin des copies de peintures du XVIIIe siècle, qui donnent tout d'un coup un aspect un peu différent à cette famille. On sent que cette famille habite cette maison depuis longtemps et que c'est un peu grandeur et décadence, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le faste d'autrefois, ils sont au milieu de ces peintures très datées, et en même temps, ils ont leur smartphone, leur email, et il y a ce mélange très quotidien, et en même temps, le regard sur le quotidien, dès l'instant qu'il est attentif, il n'est plus quotidien. Et je pense que c'est ça que vous avez ressenti. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas utiliser de musique pour... Ça, c'est très fort. Les silences sont énormes. Ah ben ça, c'est dès le générique du début, quoi. Dès le générique de début, sur le générique de fin, ça, c'est la marque Haneke. C'est-à-dire que dès son premier film, Le 7e continent, il avait décidé ça, que dans ses films, il n'y aurait jamais d'autre musique de source. C'est-à-dire que là, on entend de la musique, par exemple, sur l'accident de chantier, parce qu'il y a la radio qui est branchée. Évidemment, on a le concert de viol de gambe, où la fille n'est pas doublée, puisque c'est une vraie gambiste, hein. Vous pouvez retrouver, cette fille s'appelle Lille Perle, et ben voilà, il a fait là, le casting, il a regardé sur Internet, et puis voilà, c'est la deuxième à qui il avait proposé, parce que c'est un peu compliqué quand même comme rôle, hein. Quand vous êtes une musicienne classique très connue, il y en a une qui a refusé parce qu'elle avait peur que le film lui colle une mauvaise réputation dans le milieu de la musique classique, où on n'est pas très mort de rire
sur les trucs, et que même si c'est un film d'Anneke, peut-être que ça serait mal passé, quoi. Donc celle-ci s'en fichait pas mal. Mais c'est marrant parce qu'elle a quand même dit attention, si vous m'avez vu sur internet, mes photos datent d'il y a 10 ans, et lui a dit mais non, mais je tiens justement à ce que la maîtresse paraisse plus âgée que la femme, qui est tout à fait adorable, hein, qui est Laure Verlinden, qu'on avait vu dans le tout Nouveau Testament de Jacob van der Mey notamment. Oui, Clos, où on voit finalement les mêmes personnages, et il y a un personnage qui arrive un petit peu comme ça, c'est le youtubeur, qui tout d'un coup nous apparaît, et c'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Alors, toujours. Oui, bien sûr. Parce que, évidemment, c'est exactement la réaction cherchée, c'est celle-là. C'est étonnant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on regarde le film, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, pour le coup, Anneke, à qui je demande ça, dit tout de suite, il est pas mal le gars. Et on l'a trouvé sur Internet, et on a acheté la vidéo comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout une vidéo qui a été commandée pour le film, c'est une vidéo qu'il a trouvée, parce qu'il a passé un temps fou, bon, c'est un assistant qui lui préparait ça, à lire des chats, des trucs de jeunes sur Internet. Parce que, vous savez, ce qui est à l'origine du film, outre le plaisir et l'envie de tourner avec Trintignant, c'est une histoire qu'il a récupérée dans un journal d'une fille, d'une ado, qui empoisonnait sa mère et qui s'en vantait sur Internet. C'est-à-dire exactement la même chose. Et avec cette idée que c'est pas pour paraître la plus géniale, la plus audacieuse, la plus folle, mais tout naturellement, elle dit sur Internet ce qu'elle fait. Alors, l'idée d'Anneke était de faire un parallèle presque avec... autrefois, on faisait un crime, on allait voir le prêtre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne va plus voir le prêtre, on le dit à Internet. Avec cette application, vous savez, qui est dérivée de Snapchat, où vous pouvez dire les trucs et ça s'efface. Donc, à la fois, vous êtes soulagé, et en même temps, après, on ne peut pas le retrouver, quoi. Il y a ce côté très, 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 très ambivalent. Et donc, c'était intéressant pour lui de mettre aussi ce côté, tout d'un coup, il y a cette fascination pour tout ce qui peut se passer sur Internet. Et donc, il a pris cette séquence-là, il a acheté cette séquence-là, il l'a intégrée au film, parce que c'est toujours l'idée que quand il y a une séquence comme ça, c'est même pas la peine de vouloir essayer de la reconstituer, ce sera faux. Et par exemple, à la fin de 71 fragments d'une chronologie du hasard, son troisième long métrage, il avait besoin d'une sorte d'intervention au journal télévisé, et il a engagé une vraie équipe de journal télévisé, plutôt que de demander à des figurants de faire à la manière d'eux le journal télévisé. Il leur donne les éléments et débrouillez-vous. Là, carrément, la séquence était achetée. Voilà. Un peu comme nous ce soir, on a engagé le vrai Philippe Rouillet. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Rendez-vous en bas pour le pot et la dédicace.